Salut à tous, bienvenue dans Andromaque, votre émission dédiée à l'univers Android. Je suis Samy Toupé et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Florence Corvisier. Bonsoir Samy. Bonsoir Florence, journaliste à gizmodo.fr. Tout à fait. Alors, merci d'être là. C'est un plaisir quand même. Allez, sans tarder, le sommaire de cette deuxième émission de la saison 2 d'Andromaque. Alors, l'IFA de Berlin, le plus grand salon high-tech d'Europe, c'était la semaine dernière. Watch TV y était. On vous a ramené plein d'images. On va surtout s'attarder sur les nouveaux terminaux et montres connectées annoncés par Samsung et Sony. Stay on top of your world with the LifeLog app. Your smartphone, together with Smartwatch 3. Ok Google, café. Simplify your life. Voilà qui devrait prendre une bonne partie de l'émission. On va quand même s'attarder par la suite sur les nouveautés du Play Store, à savoir le retour en force des géants King et Rovio, n'est-ce pas Florence, avec des nouvelles itérations de leur jeu star. Voilà qui nous promet un joli programme, Florence. High-tech, très high-tech, très intéressant. Bah oui, avec toutes les nouveautés qui ont été annoncées, on va pas s'ennuyer. Effectivement. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors l'IFA, Florence, l'IFA c'est un grand moment de l'année pour nous Européens, puisqu'effectivement c'est le plus gros salon de la high-tech, celui, n'est-ce pas, qui est pas trop éloigné. On a le droit de se vanter un petit peu, pour une fois c'est à proximité, effectivement ça fait du bien. Mais on est bien à Paris, parce qu'on est entre Barcelone, le Mobile World Congress, et Berlin, l'IFA. Paris. On est plutôt pas mal, en plus quand il y a Huawei qui vient faire des annonces chez nous, c'est plutôt sympathique. Donc l'IFA, c'est aussi un moment important pour nous, journalistes high-tech. Pour toi Florence, sur Gizmodo, c'est une actualité chargée? Complètement, effectivement, il y a de grosses annonces, de grosses marques, tu citais notamment Samsung ou Sony, donc il faut être réactif et voir ce qu'ils vont nous proposer comme smartphone, montres connectées, tablettes, les grandes tendances de l'année. Bah oui, puis il se trouve que c'est tout juste avant l'annonce d'un futur, des nouvelles iPhone. Donc c'est vrai qu'on surveillait le discours des constructeurs autour des terminaux Android pour savoir quelles allaient être les annonces, quelles allaient être effectivement les terminaux qui vont venir peut-être contrer le futur iPhone 6. Tout à fait, qui sortira donc demain, qui plus est. Voilà, qui sera au moins annoncé demain. Voilà, on en parlera un petit peu par la suite parce que c'est un événement majeur sur Watch TV. Alors, je rappelle que donc, cette émission est là également grâce à nos partenaires qui sont Gizmodo.fr et Android France qu'on salue et qui nous suivent ardemment et notamment sur Twitter. Avec acidité, tout ce que tu veux. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous êtes derrière votre poste, n'hésitez pas à intervenir pendant cette émission pour nous faire des remarques, pour nous complimenter et puis pour éventuellement nous corriger. Alors avec le mot dièse, le mot dièse, hein, c'est ça, le hashtag dièse Andromag, comme ça on verra lire, hein, on va pouvoir avoir tous vos petits tweets défiler devant nos yeux. Alors l'IFA, Florence, on va commencer par le géant Samsung. Et oui, Samsung, donc avalanche de produits, on s'attendait peut-être pas autant en conférence, effectivement, ils ont quand même lancé 4 produits phares, et pas des petits produits, donc... Alors on va les prendre les uns après les autres, parce que c'est vrai que moi j'ai été en tout cas surpris, on en parlera, on donnera un petit peu nos impressions sur la conf Samsung par la suite. Je voudrais juste placer quand même une nouvelle qui est importante en cette rentrée, c'est que la grande nouvelle de la rentrée, c'est également le fait que Watch TV arrive sur les box, donc soit... la classe. Voilà, la classe internationale. On est une chaîne de télé, on arrive donc très prochainement, à savoir dès demain, donc on est à H-24 du lancement sur la Freebox. Alors sur la Freebox, ça sera sur le canal 154, alors on vous encourage déjà à le mettre en favori, et le début du flux, c'est pour demain vers demain après-midi, voilà. On laisse le suspense, on vous l'annoncera de toute façon sur nos comptes Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis c'est dès la mi-septembre sur SFR, sur le canal 178. Ça, je le mettrai en favori pour le coup. J'attends avec impatience aussi. Voilà, à savoir qu'on a bien sûr l'ambition d'arriver sur les autres chaînes, sur des autres canaux de distribution ADSL et câbles par la suite, et ça ne devrait pas trop tarder. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Voilà, donc c'est dès demain, et puis écoutez, en attendant, on va faire cette petite émission, et puis on pourra en profiter en replay sur les box.
C'est trop mignon. Alors tu nous disais Florence, Samsung, 4 gros produits pour toi. De toute façon, c'est ceux qu'ils ont présentés. Ils ont l'ambition d'être présents sur beaucoup de marchés avec une grosse gamme. Oui. Et notamment le Samsung Galaxy Note 4 qui avait été extrêmement attendu. Ah, le Note 4, c'est vrai. C'est vrai que l'IFA est l'occasion de tout le temps un petit peu d'annoncer le Note 4. Alors on a une longue vidéo de présentation parce que c'est vrai que on insiste aussi bien sur ses particularités, ses specs que sur les fonctionnalités du Note 4. Avec la TouchWiz, la surcouche donc de Samsung, effectivement. Alors physiquement déjà, tu vois que la vidéo insiste un petit peu sur la physique, la plastique de cette phablette. Alors qu'en penses-tu ? La digne lignée des Galaxy en fait. Il reprend la ligne du S5, donc là tu as un nouveau menton, un bandeau en métal en fait qui est arrivé. Tout autour. Ce qui n'est pas plus mal puisque Samsung était effectivement taclé à cause du côté un peu cheap de ces matériaux avec du plastique. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu as des téléphones nus qui quand même coûtent quasiment 700-800 euros, sans forfait, ça fait quand même très cher pour du plastique, donc les gens ont un peu râlé. Donc on attendait un effort, il a été fait, mais peut mieux faire. Ça reste quand même du plastique, la texture est plus sympathique. On voit le dos en simili-cuir qu'on a connu par le passé avec le modèle précédent, le Note 3. Donc il ressemble vraiment au S5 là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y aura dans la gamme, il se situera très bien, c'est le format phablette, c'est le grand frère, mais ça peut être mieux au niveau du design, en tout cas des matériaux utilisés. Oui. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors la grande nouveauté, il y a une grande nouveauté au niveau de l'affichage. Oui. Donc on est sur une diagonale de 5,7 pouces. C'est ça, avec un QHD Super AMOLED assez exceptionnel comme écran. Alors là, ils ont tout mis. Superbe. Ils ont tout mis. Alors le QHD, on rappelle, c'est une définition qui est encore au-delà de la Full HD. C'est ça. Mais il y a une raison. Enfin, comme tu dis, on y reviendra après. C'est légitime et ça vaut vraiment le coup à voir. Les contrastes sont superbes. C'est vraiment un bel écran. Il y a vraiment de belles choses à faire dessus. Alors les contrastes, c'est surtout dû à la technologie Super AMOLED de l'écran. Oui. Alors on l'a déjà vu, cette technologie, on l'a vu à l'œuvre sur la Galaxy Tab S, dont on a parlé dernièrement et qui est sortie dans le courant de l'été. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Assez encensé, mais à juste titre, parce que vraiment la qualité est au rendez-vous. Tous les écrans devraient être comme ça, c'est vraiment magique. Quand on y a goûté, en fait, c'est difficile de s'en passer derrière. Donc, c'est la technologie OLED qui est également vouée à arriver sur nos téléviseurs, mais qui pour l'instant est complètement hors de prix. Les tarifs sont inabordables sur des grosses diagonales. Pour une personne lambda en tout cas. Oui. Déjà sur un téléphone, quand tu vois les tarifs pour ces définitions-là, ça commence à être vraiment coûteux. Alors il y a toujours le S Pen. Oui, il y a toujours le S Pen amélioré comme d'habitude. Alors je trouve qu'ils ont fait un truc qui est assez sympathique. Ils l'ont vraiment transformé en curseur de souris. Oui. Donc tu peux copier, tu peux coller, tu peux entourer, ça compile, ça fait vraiment absolument tout et vraiment dans l'idée d'un curseur avec la précision et les interactions. Donc c'est intéressant sur des écrans de cette taille-là, puisque tu as vraiment une possibilité. Là on voit Evernote pour prendre des notes, ce genre de choses, c'est quand même très agréable. Et ça donne plus de fonctionnalités éventuellement au téléphone, c'est ça. Ça permet de faire plus de choses. Moi j'ai vu notamment une fonctionnalité qui permet de faire de copier en fait une partie de l'écran et d'avoir de la reconnaissance dessus, de la reconnaissance de caractères notamment. Il reprend exactement le texte en fait qui est entouré. Bon, ça à terme, alors je sais pas si c'est pratique pour tout le monde. Est-ce que ce serait pas un peu gadget ? Nous, journalistes évidemment, ça peut nous servir sur des communiqués ou autres. Mais est-ce que pour le commun des mortels. Moi, je pense que c'est surtout des fonctionnalités sur lesquelles va falloir être très pédagogue parce que on n'a pas l'habitude de manipuler encore son téléphone avec un S Pen. Et puis il y a des boutons sur un S Pen, il y a plusieurs fonctionnalités. Il va falloir que effectivement Samsung soit très pédagogue là-dessus pour que le Galaxy Note 4 soit utilisé au mieux. Sachant que le S5, comme on disait, a quand même eu des petites performances en termes de vente, donc Samsung compte beaucoup sur le Note 4 pour relancer son marché sur sa branche mobile, donc de grosses attentes, et je pense qu'effectivement sur les publicités on verra beaucoup l'usage du S Pen pour le démocratiser et indiquer aux gens d'aller vers ce type d'appareil connecté, notamment avec le stylet. D'accord. Alors au niveau des perfs, on en est où ? Comment ça se passe ? Alors côté perf, donc on a un joli processeur, un Snapdragon 805 couplé de 3 Go de RAM, donc il faut quand même ça pour faire tourner un écran de cette qualité, de cette taille surtout. Et cette résolution. Oui, d'autant plus. Donc cadencé à 2,7 GHz, c'est bien, c'est pas mal. Petite déception pour moi, la batterie, qui est de 3200 mAh. Donc il y a une amélioration par rapport à la version précédente, donc qui est upgradée, qui augmente de 100. Mais avec un écran qui est beaucoup plus gourmand, je suis pas sûre que le téléphone soit... Samsung annonce que l'autonomie serait la même.
Mais j'ai peur que ce soit vraiment trop gourmand là-dessus. Il faudra c'est même 3220 mAh. Alors, oui, c'est vrai qu'ils ont un petit peu gonflé la batterie pour justement supporter cette résolution qui sera plus grande. Mais LG avait dit la même chose pour le LG G3. Oui. Que en fait, la résolution de l'écran, parce qu'on rappelle que les écrans en Super AMOLED, en QHD, pardon, ça date du G3. Hein, c'est le G3 qui a commencé. Bravo LG. Voilà. Et par contre, bon, c'est vrai que en termes de... C'est pas flagrant en termes de perte d'autonomie. Bon, on tient la journée, et là, ça risque d'être le cas aussi. Il y a un nouveau processeur qui participe mieux aussi, donc l'autonomie, normalement, ça devrait compenser en tout cas de l'écran. Pour moi, c'est vraiment des tests qui le diront au quotidien avec un usage pas intensif. Alors, on gagne en taille mémoire. Hein, on passe du 16 Go de base à 32 Go, donc le minimum maintenant, c'est 32. Bon, ce qui est plutôt pas mal parce qu'avec toutes les photos, les vidéos qu'on a... Voilà, tout en gardant l'extension pour une carte micro SD éventuellement. Ça, c'est quand même donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil photo aussi, on monte en gamme. 16 mégapixels à l'avant. Ouais, et surtout, il y a une grosse communication autour de la stabilisation optique. Oui. Hein, sur ce téléphone. C'est devenu un argument de vente, hein, clairement. Les constructeurs vont là-dessus. Enfin, je sais pas si toi, quand tu prends des photos avec ton téléphone, c'est vrai que ça bouge quand même pas mal, donc c'est intéressant. Non, mais en plus, ça a aussi des vertus pour tout ce qui est prise de vue en basse luminosité. Oui. Hein, parce que c'est vrai qu'on a on a des flous aussi quand on bouge, mais aussi quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah bah ça, on le voit sur tous les smartphones. De toute façon, la qualité en basse résolution, c'est vraiment une tannée. Il y a encore quand même beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Ça compense pas d'un véritable appareil photo pour le coup. Ouais. Et en face avant, on a 3,7 mégapixels. Oui. Bon, alors là, c'est la mode du selfie qui revient. Voilà. On dit aux gens qu'il y a une belle qualité à l'avant pour faire des jolies photos, donc pourquoi pas. Eh oui, on épouse un petit peu on suit un petit peu les tendances marketing du moment et les tendances des utilisateurs. Ils ont raison, de toute façon, c'est ça qui séduit avant toute chose. Hein. Alors moi, je sais pas ce que t'en penses, Florence, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce téléphone, il est comme s'il a été fait pour séduire les précédents, déjà les utilisateurs du Note, hein, du précédent Note, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans les fonctionnalités, dans le design, le form factor du téléphone qui rappelle beaucoup le précédent Note. En fait, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas dans la révolution, on est dans une petite évolution. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui au niveau smartphone? Est-ce qu'on n'a pas atteint un certain paroxysme où la montée en puissance du hardware, il n'y en a plus, on peut faire que des petites améliorations et finalement conserver des designs qui sont propres à Samsung, à LG, à toutes les marques, c'est important pour justement conserver ces utilisateurs-là et les fidéliser. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment... je suis vraiment impatient que Samsung enlève ce bouton central, là, le bouton qui est en bas, le bouton physique. Le bouton physique ? Ah oui, j'ai perdu l'habitude autant sur les autres, chez les autres marques, ils ont éliminé ce bouton physique là, puisque maintenant c'est dans Android même qu'on a le bouton Home. Oui. Autant chez Samsung, ils gardent ce bouton physique. Alors, est-ce que finalement, c'est pas justement pour conserver les gens qui ont besoin de ce bouton physique là ? C'est peut-être pour ça, pour garder un petit peu le passage au tactile, conservateur. C'était pas si évident quand ils pensent au départ avec les claviers. On était tellement habitués à taper nos textos et autres, les gens ont eu du mal à y aller. BlackBerry d'ailleurs, on a bien profité pendant un moment, jusqu'à on sait ce qui leur est arrivé aujourd'hui. Et finalement, Samsung, en faisant ça, offre une alternative, une sorte... le bouton physique est encore là, pour les gens qui en ont vraiment le besoin, la nécessité, l'habitude. Mais c'est vrai qu'il n'est plus chez Sony, qu'il n'est plus chez LG, qu'il n'est plus chez HTC. Donc moi, quand je vois encore un bouton, j'ai un petit peu des... ça me rappelle l'iPhone, je sais pas, ça me... Non, on n'a dit pas de gros mots. Alors, ça sort quand ? Ça sort à quel prix ? Alors, le prix est inconnu, évidemment, hein, à moins que tu aies entendu des rumeurs. Ah oui, moi j'ai des petites rumeurs, 799. Ouais, c'est à peu près le même prix de sortie que le précédent. Bon, il est disponible en octobre. Octobre. Donc ça, c'est assez légitime avant Noël, en fait. Alors, il y a un revendeur hollandais qui aurait fuité la date du 10 octobre. Le 10 octobre, précisément. Donc, voilà, on pense qu'il sortira le 10 octobre à 799 €. Oui. C'est quand même une jolie somme. Oui, c'est une jolie somme. Bon, il y aura des offres de reprise, des ODR. Oui, bon, heureusement, mais ça fait quand même cher, même avec une subvention. Ouais. Alors, on a parlé de révolution de design. C'est vrai que c'est difficile de révolutionner le design d'un tel terminal qui est si connu que ça. Mais alors, est-ce que tu vas nous parler maintenant du Edge? Du Edge. Bah oui, j'avais envie. Voilà, alors là, j'avais envie. Moi, j'applaudis. Hein? Tu l'aimes bien, le Edge? Mais oui, c'est plus dans ce que j'attendais en fait. Hein. Mais alors, tu te souviens, l'année dernière, ils avaient sorti la Galaxy Round, dans le même genre, un téléphone rond. Tous les ans, Samsung fait l'effort, je trouve, d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Alors, on a l'écran là. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Écoute, il est légèrement en fait incurvé sur le côté et complètement tactile, donc les bords deviennent aussi. Le bord droit. Attention, le bord droit, parce que ce téléphone n'aime pas les gauchers. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, ce téléphone n'aime pas les gauchers, hein, sauf quand on le prend en paysage.
Mais alors, le reste du temps, hein, quand on le prend en mode portrait, c'est sur le bord droit que ça se passe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, en gros, on peut dire que c'est un Note 4. C'est la même configuration que le Note, ça c'est clair et net. Oui. Les mêmes textes. Donc c'est un bon téléphone, c'est intéressant. Mais il y a cette petite barre latérale qui est en fait un raccourci pour accéder à des applications. Et qui fait partie de l'écran. Complètement. Hein, donc il fait partie de l'écran. Donc c'est-à-dire que sur cette partie-là de l'écran, on voit défiler. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On a des raccourcis, on a des icônes, on a. Alors des applications, ça donne l'heure également quand le téléphone est en mode de veille. D'accord. Donc. En fait, à mon sens, pour le moment, il faut plutôt voir ce que les développeurs vont réaliser avec, ce qui va les inspirer. Il y a un SDK, donc un kit de développement dédié qui a été proposé. Alors tu fais bien d'en parler. Ça, c'est très important. C'est que le SDK est ouvert, est déjà disponible pour les développeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser cette barre latérale en fait pour afficher des informations, pour enrichir l'usage de certaines applications. Trouver des choses un peu folles, peut-être, on ne sait pas. Et surtout, c'est intéressant qu'il soit lancé avant, puisque quand le téléphone sera mis à la vente, donc pour le grand public, il y aura déjà un écosystème d'applications viables, utilisables avec ce petit bandeau qui surprend tout de même. Ouais. Alors c'est tellement expérimental que Samsung n'a pas encore fait de vidéo promotionnelle là-dessus. Toutefois, donc je l'ai vu fonctionner et c'est vrai que c'est assez bluffant. Enfin, c'est vrai qu'on peut imaginer des applications. Donc par exemple, quand on tient son téléphone en mode paysage, hein, quand on regarde un film ou une vidéo, quand on regarde une vidéo, ben là on va avoir sur cette bande qui sera tout au-dessus, on va avoir défiler des notifications par exemple sans être dérangé pendant qu'on regarde. Voilà. Après, il faut voir aussi si c'est fonctionnel vraiment, si c'est réactif. L'avantage, encore une fois, là, ils ont été malins, c'est qu'il est possible de l'enlever, en fait, simplement que... Bon, de désactiver. Voilà. L'intérêt du téléphone est absolument inexistant, on t'en prend un autre dans ces cas-là, mais pour ceux qui voudraient essayer, ils auraient quand même, dans ce cas-là, un Note normal avec les capacités du Note, sans ce petit gadget, s'il n'est pas utile à leur utilisation. Alors, l'autre question que tout le monde se pose, c'est est-ce que, du coup, le téléphone n'est pas plus fragile, hein, puisqu'il est en verre, hein, sur un côté, alors s'il tombe sur ce côté-là, patacrac. Est-ce qu'il sera plus cher aussi? Ouais, et est-ce qu'il sera plus cher? Donc bon, alors on n'a ni le prix, on n'a pas de date de sortie d'ailleurs. Non plus, mais ça devrait être, je pense, en octobre également. Mais le fait qu'on soit sûr qu'il sort, c'est déjà une révolution. Enfin, on aura un terminal qui sera plutôt très original sur le marché. Je trouve ça impressionnant. On parle d'écran incurvé, des petites incurvations. On avait le LG Flex qui commence à arriver. Samsung avec la Gear Live. Voilà, c'est ça. Et là, on a vraiment quelque chose de disruptif avec un design peut-être pertinent. Je n'ai pas encore d'avis, mais à voir vraiment ce que les développeurs vont réussir à proposer avec ça. Et il y aura peut-être vraiment de jolies interactions. Ouais. Moi, je suis très curieuse de l'essayer, en tout cas avec des applications dédiées. Ah ben, on va voir ce que ça donne. Bon. Il est pas mal celui-là. Non, mais c'est plutôt une bonne surprise. Alors moi, la conférence Samsung avait commencé avec plutôt des choses plutôt attendues. Oui, hein, donc moi, quand j'ai vu le Note 4, j'ai dit tiens, il ressemble quand même beaucoup au Note 3. Oh, une montre. Mais ça continue là-dessus. C'est plutôt, ça commençait à m'intéresser. Là, j'étais un petit peu interloqué. Il faut leur reconnaître ça, ils le font très régulièrement. Ils ont peut-être les moyens, les compétences techniques, mais au moins ils osent, ils proposent, ça marche ou pas. Le Note a fonctionné, à la base tout le monde avait dit que les phablettes ne marcheraient pas, aujourd'hui tout le monde en fait, même Apple va s'y mettre. Donc c'est grâce à ce genre d'initiative qu'on arrive à avoir des petites révolutions dans le domaine des téléphones, de la téléphonie. C'est vrai. On peut que saluer. Et pas que dans les téléphones. Attention. Terminal suivant. Je te laisse deviner, c'est une montre. Une montre connectée, voilà. La Gear S, c'est très original. Hein. Ouais. Donc, je vais finir par me perdre moi dans les Gear. Hein. Ah non, mais je vous préviens, la gamme, en plus, les noms sont pas du tout différenciants. S, c'est quand même très vague. Ouais. Enfin, donc voilà, c'est une montre qui a quand même une certaine nouveauté puisqu'elle n'est pas sous Android, elle roule sous Tizen. Elle est sous Tizen, ouais. Donc c'est l'OS perso de Samsung. Et regarde cet écran, c'est vrai qu'il est complètement incurvé. C'est le plus grand écran du marché sur les smartwatches. Hein. Il n'y a pas d'autre écran qui atteigne les 2 pouces de diamètre, donc c'est vrai que ça ressemble un peu à, on dirait qu'on a un Galaxy S qui est collé au poignet. En plus ça fait téléphone, ils ont intégré un slot pour mettre une micro SIM, donc... ça c'est quand même la grande feature, hein. C'est la grande fonctionnalité de ce téléphone, c'est qu'on peut y mettre une puce. Oui, tout à fait. C'est qu'on peut y mettre une puce, et ça pour moi ça change absolument tout. Parce qu'il gagne énormément en autonomie. Hein. Quand je dis autonomie, c'est pas la batterie. Hein. C'est le fait de fonctionner tout seul. Il est indépendant du téléphone. Le cordon ombilical entre la smartwatch et le téléphone, et du coup on lui donne des fonctionnalités nouvelles plutôt bluffantes. Hein. À voir, et là encore une fois c'est le petit souci de Tizen pour moi, c'est que les applications il n'y en aura jamais autant que sous Android. Donc l'intérêt d'acheter pour le moment cette montre-ci est limité, elle aura moins de fonctionnalités que, même si elle fait téléphone et autres, que des montres qui sont sous Android, et aussi très qualitatives, pour ne citer que la Moto 360 par exemple. Alors regarde, on a cette vidéo qui justement nous détaille des exemples d'utilisation. Alors là on parle dans sa montre, hein, très clairement. Kit à la maison. Très clairement on parle dans la montre, alors on pourra aussi parler dans une oreillette Bluetooth, hein, puisque ça fait aussi Bluetooth, hein, ça dispose d'une connectivité Bluetooth. Et puis là, on a aperçu très rapidement un clavier
C'est fou. Un clavier Florence. Tu te rends compte que les premières choses auxquelles on pensait quand on avait une smartwatch, quand on a eu les premières smartwatches, c'est ah oui mais c'est sympa, mais là comment je fais pour répondre à mon SMS, tu ressors ton téléphone. Et donc on a eu la dictée vocale, mais bon c'est pas très pratique quand on est en public. La discrétion est limitée là. Dans le bus, voilà, quand on va envoyer un petit sexto. Et voilà, on y vient. Après, on va encore reparler de Twitch. Tu veux dire bonjour? De Tinder ce soir. Non, alors voilà, donc c'est pas très discret, mais là, on a l'arrivée d'un clavier. Oui. Ça risque de beaucoup changer. La fonction swipe en plus, qui te permet, comme c'est un tout petit dispositif, c'est quand même très intéressant de pouvoir juste glisser son doigt plutôt que de devoir taper. Là, clairement, c'est pas mal. Un capteur UV aussi, tiens, c'est original. Pourquoi pas, ça manquait. Alors, le clavier s'appelle Flexi. Donc, c'est un clavier existant. C'est une solution pour taper des messages qui existaient déjà alors, avec la première Gear. Et que du coup, Samsung intégrera par défaut dans la Gear S et offrira en fait à ses utilisateurs, parce que c'était une application qui était payante. Donc voilà, elle sera là. Elle sera dans la montre, on pourra l'utiliser. L'écran, on l'a dit, il fera 2 pouces. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spec Moi, je commence à tiquer sur un écran de 2 pouces avec une batterie de 300 mAh. Ah oui, alors la batterie. Au secours! Voilà, c'est ça. Là, tu prends c'est pas possible. Tu sautes, tu prends la pierre, tu vas dans l'eau, tu sautes. C'est pas possible parce que en fait, faire une smartwatch qui a l'air plutôt bien finie, élégante, plutôt high tech, et avec une autonomie qui est en fait du coup inférieure à celle de la LG G Watch par exemple. En Bluetooth avec de la data puisqu'on peut téléphoner. Ah mais là ça va. Plus un écran de cette taille avec une jolie définition, une belle résolution, c'est clairement c'est un gouffre à batterie quoi. Ça va la manger tout cru. Ouais. Donc je suis même pas, je m'avance pas, mais je suis même pas certaine qu'elle tienne une journée en utilisation. Tu as vu les premiers résultats les premiers tests de la Moto 360. Alors déjà c'est le gros problème. C'est difficile de faire des dispositifs aussi petits, aussi fins. On appelle toujours à la finesse au form factor pratique et du coup il n'y a pas de place pour les batteries fatalement. Là les premiers retours de journalistes, alors ils sont assez catastrophiques puisqu'ils disent que pour la Moto 360, je parle de la Moto 360, la montre avait moins d'autonomie que le téléphone auquel elle était reliée et ça c'est juste pas possible. À l'IFA ils se murmuraient dans les couloirs qu'il fallait la recharger 2 fois par jour et c'est pas possible. Alors on verra ce que ça donne pour la Samsung et surtout qu'elle dispose de 4 Go de mémoire interne. Alors c'est plutôt pas mal parce que du coup on va pouvoir stocker ses musiques dans la montre, et les écouter en Bluetooth. Alors dans la vidéo on voyait une jeune fille qui faisait son footing, ça c'est génial, on rêve tous d'aller faire son footing sans se balader son smartphone, et parce que du coup on a tout ce qu'il faut sur la montre, notamment le GPS et la musique. Et pouvoir appeler simplement aussi en cas de pépin, c'est toujours très pratique. Mais bon, effectivement, si tu dois recharger ta montre 2 heures avant d'aller courir ou quoi que ce soit et qu'en plus elle va se décharger dans la journée, ce qu'on oublie, on a tendance à dire que les smartwatches vont finir par supplanter les montres, mais le fait est que quand il n'y a plus de batterie sur une smartwatch, elle ne fait plus rien. C'est juste un objet mort qui est au poignet, qui prend de la place. Donc, du coup, alors pour ce cas-là, c'est pas grave parce que tu sais qu'il y a une version Swarovski. Oui, non, mon Dieu. Alors ça fera toujours objet de décoration. J'attends que tu m'en offres une d'ailleurs. C'est pas encore Noël. Et alors pour me remercier de remplacer les lampes pieds levés, écoute. On verra si tu résistes jusqu'à Noël. On prend les paris. Si j'ai une elle serait bien capable. Ah oui. Et alors la disponibilité, est-ce qu'on connaît la disponibilité, le prix? Est-ce que tu les as? Moi je n'ai rien vu, même sur les. Moi j'ai vu un prix, oui, ça y est, le prix était 200, 250 399. Oh là là. Donc on est dans les 400 €. Alors, pour du Tizen, c'est vraiment différent des autres. On a quand même une puce dedans. Oui. On a un clavier, bon voilà. Mais il n'y a pas le parc applicatif d'Android qui. Ouais. Donc, mais après on veut pas forcément tout faire avec une smartwatch. Je veux dire, on veut faire son footing, on veut peut-être un peu de GPS. Il faut différencier, c'est certain. Il faut de nouveaux usages. Elle le propose, c'est une bonne chose, mais à 399 €, moi je sais. Est-ce que tu y vas très sincèrement? Non, moi j'y vais pas. J'y vais pas non plus. J'ai les alors il y a aussi des nouveaux capteurs. On a toujours un accéléromètre, etc. On a un capteur d'UV qui va du coup mesurer. C'est très santé Samsung en ce moment. Ils sont vraiment en esprit fitness, santé. Les bisounours, tout le monde va bien. Mangez sain. Voilà, mangez sain, soignez-vous bien. Alors, dernière surprise de Samsung. C'est ça. Et là, on est encore dans la surprise. 2 surprises. On était quand même assez contents de cette conférence qui était vraiment riche. Un casque. Le casque de réalité virtuelle. Le Gear VR. Tout le monde a le mot réalité virtuelle à la bouche en ce moment. Et Samsung aussi, clairement. Et il propose un joli
produit, qui est donc un casque qui va se jumeler avec le Note. Voilà, alors il ne fonctionne pas sans un Note 4. C'est ça. Bah, évidemment, il faut capitaliser la gamme Samsung, c'est un Note 4. Ce qui explique d'ailleurs la résolution et l'écran aussi qualitatif du Note 4. Exactement. Et la résolution, c'est important, puisque effectivement, si on est à ça de son téléphone en usage normal, on s'en fiche, mais quand on l'a vraiment... On ne verra pas les petits points. Voilà, devant les yeux, les pixels. Et si on met son Note 4 sur les yeux... Il a intérêt à être franchement quali. Et donc... à voir les futures possibilités que le Joujou aura, mais ça peut être très 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 sympa. C'est compact, c'est léger. Alors, comment ça marche? Alors, on doit mettre son Note 4, en fait, on doit le positionner, donc on le clipse voilà, sur le casque, le Gear VR, et puis on se met ça sur la tête, mais alors après, ça sert à quoi? Alors, jouer. Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai vu des exemples d'utilisation, donc effectivement, il y a du jeu. On parle de jeu. Il y a déjà d'ailleurs une version de Temple Run qui tourne pour Gear VR. Voilà, donc on pourra éventuellement jouer à Temple Run avec ça. Il y a aussi, on pourra voir des vidéos à 360 degrés. Typiquement, donc on pourra se retourner et puis voir tout ce qu'il y a autour de soi, un petit peu comme dans une géode, un IMAX, voilà. Ça. Et puis, Samsung parle aussi de contenu éducatif. On pourrait éventuellement, voilà... C'est des nouveaux usages encore à démocratiser, à trouver, à créer. C'est peut-être le consommateur qui va finir par faire un choix et inciter les marques à faire telle ou telle chose. Ah, mais là, il va falloir en développer des choses, parce qu'il va falloir en développer du contenu pour que cette expérience se justifie. Ah oui, non, mais d'autant plus. Bon, ça commence à être quand même de plus en plus commun, mais commun. Pas dans tous les salons, mais au moins les marques s'y mettent clairement de plus en plus, donc il est normal que Samsung aille aussi sur ce terrain. Alors, si on parle un petit peu stratégie autour de ce casque de réalité virtuelle, il y a quelque chose qui est marqué dessus, sur lequel on n'est pas revenu, c'est qu'il est développé en collaboration avec Oculus VR. Oui. Oculus VR, qui est lui-même la société qui développe l'Oculus Rift. Et l'Oculus Rift, c'est un casque de réalité virtuelle, c'est celui qui fait référence auprès de la communauté de joueurs, de gamers, mais c'est un casque qui est encore au stade de développement. C'est ça, et pourtant racheté par Facebook, alors on pensait qu'il se bougerait un petit peu plus rapidement, et non, il laisse courir, on a l'impression, ou alors il laisse les concurrents... avoir les premiers retours. En plus, je disais, c'est un casque qui est en version développeur, l'Oculus Rift, et il est en version 2. Il n'est encore accessible, c'est pas encore du grand public. Et pourtant, donc, Samsung a lié un partenariat avec Oculus VR pour développer ce produit-là, qui lui va être commercialisé très bientôt. Oui, c'est pas inintéressant, c'est surprenant, mais après tout, c'est pas tout à fait le même segment, c'est pas le même produit complètement, les usages vont peut-être pas être les mêmes, donc peut-être. Ils doivent se dire qu'ils se cannibalisent pas et qu'ils profitent des technologies des uns des autres sans problème de brevet ou autre. Ouais, mais je pense que c'est plutôt intelligent et que effectivement Samsung risque de prendre le marché du divertissement, de l'entertainment, et Oculus VR celui du jeu, celui des gamers éventuellement. Et tout ça pour contrer Sony, qui lui-même a sa propre alternative avec le casque qui s'appelle Morpheus. Voilà. Alors, on a profité d'être à l'IFA pour faire une vidéo sur justement le Gear VR. Je serais curieuse de voir ça. Ah bon? Écoute, c'est la Minute IFA. Elle est consacrée à la Gear VR. Regardez ça. La Minute IFA sur Watch TV, on est toujours à Berlin, on est sur le stand Samsung et vous le voyez, j'ai sur le front ce casque, le Gear VR, un casque de réalité virtuelle que Samsung a présenté ici il y a quelques heures. Alors c'est un casque qui a été conçu en collaboration avec Oculus Rift, cette start-up créée par John Carmack, la légende du jeu vidéo, qui est devenu un maître de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ce casque, eh bien, il abrite un Galaxy Note 4. C'est lui qui est derrière cette visière, c'est lui qui fournit les deux images qui passent à travers des lentilles. Et ces deux lentilles donnent une impression incroyable de vision, alors pas 3D, mais de vision complètement panoramique. C'est-à-dire que quand on déplace la tête, eh bien les capteurs de mouvement qui sont inclus dans le casque donnent vraiment l'impression d'être dans une salle IMAX par exemple, et on a le sentiment d'être face à un écran de plusieurs dizaines de mètres de diagonale. L'effet est absolument extraordinaire. L'intérêt de ce casque, c'est que comme la tablette, c'est peut-être déjà votre tablette, ou ça le sera dans quelques semaines, eh bien, vous n'aurez entre guillemets que le casque à acheter en plus, casque qui n'a quasiment pas d'électronique, à part cette jonction audio pour
pour le casque audio. Et donc, on ne connaît pas encore le prix, mais il devrait être relativement modéré. Quant à la sortie, on parle de la fin de l'année. Et ici, à Berlin, on parle plus précisément de la mi-novembre. Et effectivement, alors je confirme ce que dit Benjamin, qui a pu tester le casque. Le casque est prévu pour sortir fin 2014, enfin cette année. Et donc, moi, vraiment, je me pose la question du contenu. Donc on verra bien ce qui sera proposé avec le casque. Et on a déjà le prix officiel. Allez, c'est ça qui est pas mal. Et il sera donc à 200 €, voilà, 199 €. C'est ce que... Sans le Note 4. C'est bien sûr le problème. Il y aura peut-être des packs pour Noël éventuellement proposés par Samsung. Le tout pour 1000 €. Le tout pour 1200 €. Et on vous offre des bonbons. Merci Samsung. Bon, ben voilà, moi je trouvais que voilà, finalement la conf Samsung, je le trouvais très intéressante et ils ont osé. C'est eux qui mènent, qui sont les leaders du marché et puis du coup, c'est à eux de l'animer un petit peu. Et c'est vrai qu'ils ont jouent leur rôle. Ils ont pris leur responsabilité. Voilà, bravo Samsung. Alors ce que je te propose, c'est de passer juste après une petite pause au deuxième dossier qui est celui consacré à Sony. Et ben c'est parfait. On y va. Alors pour Sony, attention, c'est une autre ambiance. Enfin, moi, mon ressenti de la conf Sony, c'est vraiment de l'IFA, c'est que c'était pas vraiment la même ambiance. Là, on était plus dans de la continuité. Et par contre, la surprise, c'est qu'on est déjà une nouvelle gamme Z3 d'annoncer. Effectivement, c'est tôt. Ça fait vite quand même, parce que moi j'ai une petite pensée quand même pour ceux qui ont acquis le Z2. Il est obsolète, salut les copains, c'est fini. Vers le mois d'avril-mai et qui voit arriver un Z3 là au mois de septembre. Je trouve ça assez rapide et du coup je me pose la question, qu'est-ce que Sony a prévu pour le Mobile World, puisque ils avaient annoncé le Z2 au Mobile World de Barcelone en février de cette année, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire en février 2015, parce qu'ils seront bien obligés de faire une grosse annonce à Barcelone. S'il y a une grosse annonce, je connais des développeurs et des ingénieurs qui vont pas dormir beaucoup pendant les mois qui viennent, parce que effectivement le Z3 est là beaucoup trop tôt, il est prématuré. Ouais. Et du coup, comme tu dis, effectivement, il y a quand même des améliorations, mais relativement minimes par rapport à celui de l'an passé. Alors, tu as raison, revenons au Z3. Alors le Z3, donc un écran. Là, on n'a pas de différence par rapport au Z2. C'est un écran Full HD. Actuellement. 5,2 pouces. Donc, on reste dans la même techno. Il y a un petit changement au niveau des cartes SIM. C'est-à-dire que maintenant, tous les Z3, c'est du nano SIM. Ouais, classique. Un petit peu comme le... Ah ben non, le G3 était en micro SIM. Donc là, on est sur du nano SIM comme les HTC, comme le HTC M8. Au niveau du processeur, donc on est un petit peu sur tout ce qui se fait de mieux. Donc sur du haut de gamme. Du Snapdragon 801. Cadencé à 2,5 GHz. On a 3 Go de RAM, toujours. En stockage, on est encore en 16 ou 32 Go de RAM. Donc, extensible extensible, oui, par micro SD. On a toujours un terminal qui est étanche, donc toute la gamme Z3 sera étanche. Voilà, de toute façon, maintenant, c'est rentré dans les mœurs un petit peu. Il sera disponible dans 4 couleurs qui sont plutôt pas mal. Il y a un noir, un blanc, et puis il y a un cuivre, et puis un green silver, une espèce de vert discret, ça change. Voilà, alors on a la chance de l'avoir avec nous. Voici donc le packaging de l'Xperia Z3. On a déjà réussi à mettre la main dessus, donc on va vous faire un petit unpack en direct. Alors voilà, le téléphone est là. Alors bon, pour la suite, le reste, c'est vraiment du classique. On a les câbles d'alimentation d'USB. Les écouteurs, tout et ça. Quant au téléphone en lui-même, alors voilà, je vous parlais de la couleur. La couleur green silver, alors c'est celle-là, elle est plutôt intéressante parce qu'elle prend bien les traces de doigts. Ouais, mais aussi parce que je la trouve plutôt élégante comme couleur. On a toujours ce rendu un petit peu vert sur le dos de l'appareil. C'est pas criard. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à un Z2. Il ressemble beaucoup à un Z2. La différence, elle est au niveau des bords, parce que c'est vrai qu'on avait des bords un petit peu biseautés. Sur le Z2. Pour le Z3, c'est vrai que c'est tout en arrondi. C'est tout en arrondi sur la tranche. Il fait qualitatif, ceci c'est dit. Très quali. Vraiment, on a du métal, on a du métal tout autour. C'est vraiment sympa de le tenir en main. Voilà, mais on est vraiment dans la continuité. Alors, les nouveautés, c'est vrai qu'elles sont pas très nombreuses, mais on va les citer. Il y en a sur l'application de la caméra. Sur la caméra, ils ont rajouté des nouveaux modes de prise de vue. Je vais quand même... on va l'allumer, ce téléphone. Alors, on a toujours le raccourci. Quand on appuie sur le déclencheur, ça nous allume directement la caméra. Et puis, au niveau des modes, donc on a les fameux modes
qui ont fait leurs preuves. Par exemple, on a le time shift vidéo qui permet de prendre des photos au ralenti, des vidéos au ralenti, pardon. Ça marche très très bien. Et puis on a des nouveaux modes photo, donc on peut faire joujou avec la réalité, la 3D. Réalité augmentée. Tu sais qu'on peut prendre des clichés de soi et puis mettre des dinosaures, tout ça autour de soi. Oui, c'est très divertissement. Voilà, c'est très divertissement. Il y a des choses qui sont nouvelles et puis un petit peu et puis plutôt utiles. Alors on a le mode vidéo 4K. Ouais. Ça c'est voilà, ça y est, on peut prendre des vidéos 4K y compris sous l'eau. Il n'y a pas de souci avec ça. Vacances. On a également le mode face-in qui fait qu'on peut prendre une photo et avec les deux capteurs en même temps, c'est-à-dire incruster sa tête sur les images qu'on prend de l'autre côté, donc c'est un petit peu tiré par les cheveux. On a aussi le mode multicam. Alors le mode multicam, c'est plutôt intéressant, ça consiste en fait à coupler des téléphones entre eux. Et du coup, on va pouvoir prendre une photo en même temps à partir des différents téléphones et récupérer tous ces clichés-là sur le Z3. Toutes ces fonctionnalités, finalement, c'est ça. C'est comme on ne peut plus améliorer le hardware, l'intérieur du téléphone, les entrailles, on passe sur les fonctionnalités et les options pour se différencier. C'est ça, c'est un peu ça. Alors par contre... Mais le prix, ça... en plus, alors j'ai testé le mode multicam. Ouais. Et en fait, ça ne fonctionne qu'avec du Sony. Ah bah évidemment. Ça ne fonctionne qu'avec du Sony. Samsung fonctionne avec du Samsung. C'est un petit peu comme Samsung. Ils cherchent à enfermer les gens dans leur écosystème en même temps. Et c'est vrai aussi pour l'application sur le Xperia. Il y a l'application télécommande qui permet de commander des appareils chez toi. J'ai testé et ça ne fonctionne également qu'avec du Sony. Eh ben écoute, c'est parfait. Moi j'ai une télé Sony, donc si tu me le prêtes. Alors voilà, tu vois, on a la preuve à l'image. Voilà, donc quand on essaye de connecter plusieurs caméras pour prendre justement une photo en simultané, Xperia, il faut que ça soit un Xperia ou alors un appareil Sony muni de NFC. C'est regrettable. Ça, c'est quelque chose que je trouve regrettable chez toutes les marques, pas chez Sony, puisque ce serait quand même intéressant, surtout quand on passe par Android qui est open source. Voilà. De rester dans cet esprit-là. C'était vraiment, voilà, on sent qu'il n'y a pas une grosse prise de risque avec le Z2. On est dans la continuité. Alors, il y a par contre une fonctionnalité que moi je trouve comme étant vraiment différenciatrice, c'est la killer app peut-être de toute la gamme Z3. On a une vidéo à part sur cette fonctionnalité et c'est le mode PS4 Remote Control. Alors, on regarde à quoi ça consiste. Enjoy an immersive PS4 gaming experience, anytime and anywhere at home. With PlayStation 4 Remote Play, you can pause your PS4 game, simply head to another room, and resume via your home Wi-Fi on your Xperia. Connect the DualShock 4 controller with our game control mount to your new Xperia smartphone and access your PlayStation 4 games without having to depend on TV availability. Alors, t'as vu en plus la petite histoire. Madame rentre à la maison, donc monsieur arrête de jouer parce qu'en fait il se fait engueuler. Et du coup, il prend son petit téléphone et puis il continue à jouer dans la chambre. Bon, en vrai, ça se passe jamais comme ça. En vrai, on va aux toilettes. Merci de cette révélation. Et puis, alors parce que cette fonctionnalité existe déjà, mais sur une PS Vita. Oui. Donc il fallait acheter une console portable en plus pour pouvoir jouer à sa PS4 à distance. Alors ça marchait tellement bien qu'on pouvait le faire en vacances. Ce qui est génial. On pouvait être à l'autre bout de la Terre. Et puis jouer à sa PS4. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça justifiait quand même pas de dépenser. Enfin, je sais pas combien coûte une PS Vita, mais 250 €, un truc comme ça. Et là, avec n'importe quel téléphone de la gamme Z3, tu peux fuir ta femme quand tu veux. On pourra jouer à sa PS4 à distance et rien qu'avec son téléphone. Et en plus, il y a un support qui fait qu'on pourra utiliser la manette PlayStation. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment la killer app de la gamme Z3. La productivité va franchement baisser dans certaines boîtes, je pense. Voilà, dans certaines rédactions, notamment. Alors, la gamme Z3, donc on a parlé du Xperia Z3 qui est vraiment le porte-drapeau de cette gamme. Et la grosse surprise pour moi, c'est le Xperia Z3 compact. Attention. Parce que donc on a un téléphone qui est un petit peu plus petit, on peut le voir en vidéo, mais qui par contre conserve des specs impressionnantes. C'est sur quelle taille d'écran ? On est sur du 4,6 pouces. Ah oui, effectivement. Donc tu vois, c'est pour ceux qui n'ont pas encore adopté le format phablette. Mais au niveau des specs, vraiment, on est très très proche. Alors, vu l'encombrement réduit,
On a une batterie qui est un petit peu plus petite, on est sur du 2600 mAh. Ça reste. Mais forcément, l'écran est plus petit, donc ça nécessite pas d'avoir. On sera éventuellement sur la même autonomie. Un bel appareil photo aussi également, 20 mégapixels. Alors oui, l'appareil photo est de pratiquement 21 mégapixels. Et avec toutes les technos et les applis Sony, on a des haut-parleurs frontaux stéréo. On a toujours effectivement la fonctionnalité PS4 Remote Play. Et puis. Alors ça c'est intelligent parce que je repense à certains téléphones où les marques ont fini par faire le choix de la phablette uniquement. Et du coup les utilisateurs se sentent un peu perdus et préfèrent retourner aussi à des modèles un peu moins encombrants qui tiennent dans la main, dans une poche. Ou dans un petit sac, oui. Ah là il y a le choix au moins, c'est quand même super important. Et malheureusement souvent la baisse de taille de l'écran s'accompagne de specs réduites. HTC l'exemple typique avec les mini et c'est regrettable aussi. Exactement, alors que là typiquement avec ce téléphone là on reste sur un téléphone très 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 haut de gamme au niveau des specs. Et on n'a pas trop de compromis à faire. Moi je trouve ça très bien, j'aime avoir le choix avec la qualité qui va avec, des couleurs sympas aussi qui plus est, donc ça peut vraiment plaire pour le coup. Ouais. Et alors dernier élément de la gamme Z3, c'est la tablette. Surprise, si, alors il y en a eu des surprises en fait. Finalement chez Sony. Surprise, la tablette Z3 cette année. On parle de la tablette format 8 pouces. 8 pouces. Donc c'est la première fois qu'en fait, on met en avant, en tout cas Sony met en avant une tablette super portable. Et moi, je vais te dire une confidence. Quand j'avais vu la tablette, la Z2 tablette. C'est ce que j'ai vraiment envie de savoir. Et qui est vraiment très très belle, la Z2 très très fine. J'ai toujours rêvé qu'il la fasse en petite, parce que moi je suis un adepte des petites tablettes, parce que ça je les prends partout, ça rentre dans la poche et je les quitte jamais. Et c'est ce que je fais avec ma Nexus 7. Et alors, moi je t'avoue que la Z3 tablette compacte me fait de l'œil. Ouais. Mais là, je crois qu'ils ont pris un joli segment de marché en choisissant la compacité, parce qu'il y en a finalement pas beaucoup qui font du haut de gamme sur ces formats-là. Oui. Il y a peut-être un joli coup à jouer pour les Xperia à ce niveau-là. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que les trois terminaux qu'on vient de présenter ont pratiquement les mêmes specs. C'est pratiquement pareil, à part les tailles d'écran, les batteries. Donc, vu qu'on est sur une tablette, donc là, la batterie est de 4500 mAh, donc forcément, elle est plus importante. On est sur un écran de 8 pouces. Et alors, elle est d'une finesse incroyable. 6,4 mm, Florence. C'est bluffant. C'est une des plus fines qui. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir l'accrocher effectivement au-dessus d'une manette sans qu'elle pèse 500 grammes. Effectivement, parce qu'au bout d'une heure de jeu, il y a un moment donné où ça devient compliqué. C'est bien, on fait de la muscu en même temps qu'on joue, comme ça, madame ne pourra pas nous reprocher de pas faire de sport. Mais t'arrêtes avec. Alors, ça c'est pour le Q4, ça sort avant la fin de l'année. Tout à fait. Est-ce que tu as un tarif sur celle-ci ? Non. Je suis très curieux de savoir le tarif de cette tablette. Pour du haut de gamme. Ce serait pas mal qu'elle soit dans les 300. Ou alors, si t'es gentil avec ta femme, elle pourra peut-être te l'offrir. Pour se débarrasser. C'est ça. Pour libérer la télé. On va dire ça. Alors, Sony a bien sûr présenté également une montre connectée. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Tout le monde le fait. Donc, c'est la balance. Tout le monde l'a fait à l'IFA. Donc, Sony a présenté. Regardez bien, ça va aller très vite. C'est allé vite, hein ? Rapide. C'était rapide. La Smartwatch 3. Voilà. Z3, Smartwatch 3. On peut difficilement se tromper. C'est facile à retenir. Ça ressemble beaucoup. Alors, c'est sous Android Wear. Oui. C'est vrai que Sony avait déclaré il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois, qu'ils n'étaient vraiment pas fans de Android Wear, qu'ils voyaient aucune raison d'y aller. Et puis ils y sont allés. C'est pas plus mal. Et avec une montre qui a un design qui rappelle beaucoup la LG G Watch, qui a vraiment. C'est un classique là pour le coup vraiment. Voilà, qui est étanche, qui est sur un bracelet qui existe en différentes couleurs. Interchangeable. Alors, ce qui change par rapport aux autres montres connectées sous Android Wear, c'est que cette montre dispose de sa propre puce GPS. Ce qui n'était pas le cas des autres, c'est-à-dire que quand par exemple vous demandez à votre montre un itinéraire, elle se connecte au téléphone et elle ramène le résultat, elles ne font que d'afficher ce résultat-là. Finalement, n'a pas grand intérêt. La Sony, on va pouvoir effectivement faire son petit footing, je reprends toujours cet exemple-là, mais on va pouvoir faire son footing avec, et puis elle va pouvoir tracer effectivement l'itinéraire. Est-ce que sur l'autonomie ça va jouer ? Alors au niveau de l'autonomie, on est pas mal, on est à 420.
Oui, effectivement. Comparé 420 mAh, comparé aux 300 de la Samsung Gear S. Ça donne une belle équivalence, en tout cas, pour prouver que Samsung aurait vraiment pu faire des efforts. Alors, Sony annonce jusqu'à 2 jours d'autonomie sur sa smartwatch. Oui, ils annoncent en général, au moment où il tiendra la journée en une charge, ça c'est une certitude, ce qui est déjà bien. Ouais. Alors, il y a aussi 4 Go de stockage interne. Et là-dessus, Sony a anticipé un petit peu la prochaine évolution d'Android Wear, puisque Google a déjà annoncé que dans la prochaine version d'Android Wear, qui sortira avant la fin de l'année, on aura la prise en charge du GPS, donc ils ont mis un GPS, et on aura la prise en charge en fait de la musique stockée localement. Oui, ils sont vraiment sur ce marché depuis un moment, ils le prouvent, même avec cette montre qui reste classique par rapport à la concurrence, mais qui a quand même déjà un pied dans ce qui sera l'avenir. Ouais, c'est exactement ça. Par contre, ils sont tombés amoureux d'Android, ce qui est surprenant par rapport aux précédentes déclarations. Ouais. Bon. Mais écoute, voilà, on a fait plutôt un joli tour de 2 géants avec beaucoup d'annonces du monde Android. Il y a beaucoup d'annonces, donc on vous promet d'y revenir lors d'une prochaine émission, de continuer, parce qu'il y en a encore pas mal de choses qui ont été annoncées à l'IFA, chez d'autres constructeurs. On y reviendra avec Marie qui sera de retour parmi nous. Je vous propose de faire une petite coupure et puis on se retrouve pour parler de l'actualité du Play Store. Alors, le Play Store, Florence. Que lui arrive-t-il au Play Store ? Le Play Store, oui, parce que je voulais pas te parler que de hardware, et puis il se passe aussi des choses côté software sur le market d'Android. Et alors là, c'est marrant parce que ce mois-ci, on a le retour en forme de 2 anciens éditeurs qui étaient des monstres sacrés. Des monstres sacrés des jeux mobiles. Le premier, c'est King. King, c'est Candy Crush. Je suis adepte. Voilà. Toujours, alors parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup moins de gens qui jouent quand même. Il y a beaucoup moins de gens, mais parce qu'ils n'ont pas passé tel ou tel niveau, et du coup, oui, d'accord, ils abandonnent. Je finirai. Je suis au niveau 460, là je commence à vraiment. Il y en a combien ? Encore beaucoup trop. Ah oui, d'accord. Tu sais, quand je scrolle vers le haut pour voir où j'en suis, ça me désespère, mais bon, c'est pas grave. Alors voici la dernière, on a des images, on va regarder des images de la dernière itération de King. Alors c'est tout mignon, comme d'habitude. Ça s'appelle Diamond Digger Saga. En gros, c'est on creuse pour trouver des diamants. Alors, c'est vrai que l'interface rappelle beaucoup en fait tout ce qu'on connaît auparavant. C'est typique, là. Voilà, chez King. Alors, on a le jeu d'ailleurs. On va peut-être pouvoir le montrer, faire une petite partie, pourquoi pas. Alors, ça ressemble à ça sur une Nexus. Et c'est vrai que c'est très mignon. C'est tout à fait Candy Crush. Voilà, ça ressemble beaucoup à Candy Crush. C'est vrai qu'on a une interface qu'on connaît bien chez King, très mignonne, très colorée. Et toute la question chez King est de savoir est-ce que ce jeu est disponible gratuitement. Et la question de savoir jusqu'où on va pouvoir aller sans payer. Ouais. Alors, est-ce que toi, pour aller jusqu'au niveau 460, pas un centime. T'as pas payé un centime? Non, j'ai pas payé un centime. Donc t'es vraiment super balèze. Non, je suis pas super balèze. J'ai des copains qui m'envoient des vues ou des conneries comme ça, des bêtises comme ça, pardon. Mais non, mais effectivement, il y a pas nécessairement besoin en fait de mettre de l'argent pour avancer, si ce n'est qu'on est bloqué rapidement. D'accord. Donc ce sont des achats in-app. Ouais, c'est un peu ça. Alors là, c'est un petit peu pareil. Donc, alors moi, j'ai testé. Et puis, très franchement, tu vois, j'en suis au niveau 40. 40, 41, sans débourser le moindre centime. Il y a un bel effort sur les graphismes, ceci dit. Ouais, c'est très joli parce qu'il y a une version SD et une version HD du jeu. Ah. Donc ça, c'est la version haute définition qui est vraiment sublime. C'est bien d'avoir fait les deux. C'est vraiment joli. Et puis alors, on va essayer... J'ai essayé de te montrer un niveau. C'est vraiment très joli aussi. Et puis, il y a des animations super sympas. Alors, en fait, en plus, au niveau du gameplay, ça se passe à 2 échelles. Alors, tu as en même temps des blocs de couleurs. Alors, on va pouvoir cliquer dessus quand on a au moins 3 blocs identiques. Et puis, tu as du liquide qui s'écoule du haut de l'écran. Et au fur et à mesure qu'on élimine les diamants, et ben voilà, l'eau va pouvoir s'écouler jusqu'à la sortie. Alors tu vois là typiquement c'est un niveau qui est plutôt simple. Effectivement. Et on passe comme ça d'un level à un autre. Et on en a 5. On est dans la lignée des jeux addictifs clairement. Alors c'est ultra addictif. Moi j'ai passé mon week-end. Ah bah oui mais quand tu commences et que tu gagnes, t'as envie de gagner. Très clairement j'ai passé mon week-end. T'étais pas avec ta femme? Et non, j'étais aux toilettes, tu te souviens? Je me suis réfugié dans les toilettes. Et alors voilà. Alors où est-ce qu'il va falloir payer? Il va falloir payer si on veut rajouter des boosters. Hein, tu connais ce système de boosters qui se mettent là en bas de l'écran? Comme Candy Crush. Voilà. Donc c'est des choses qui permettent d'accélérer le jeu. De gagner simplement parfois aussi, de passer un niveau difficile. De gagner plus simplement. Et c'est ton compte, c'est ta carte bleue qui est sur cette tablette?
Parce que je vais me prendre un petit booster, moi je pense. Et donc, on va payer pour deux choses. On va payer pour rajouter des boosters. Et voilà, tu vois, regarde, j'ai fini mon niveau. Bon, par contre, je sais que tu as une émission en cours, Samy, tout de même. Alors, on va pouvoir effectivement payer pour rajouter des boosters. Et la deuxième chose pour laquelle on peut payer, c'est le fait de jouer. Parce que ce que j'ai pas dit auparavant, c'est que le bouton recommencer sur chaque niveau n'existe pas, tout simplement parce que on le voit ici dans le coin de l'écran, on a 5 possibilités de jeu. Et comme Candy Crush. Donc on va pouvoir jouer 5 fois, et au bout de 5 fois, on peut plus jouer. Il faut attendre un certain temps. Voilà, ça se recharge en 10 minutes, en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et alors, par contre, on peut rejouer à tous les niveaux sur lesquels on a déjà joué. Oui, c'est ça. De façon illimitée. Et ça, c'est particulièrement utile parce que, quand même, ce jeu-là, là où c'est addictif, c'est qu'on a complètement envie de gagner les 3 étoiles. De gagner les 3 étoiles sur chaque niveau. Donc, tant qu'on n'a pas gagné les 3 étoiles, on recommence. Et ça, c'est illimité. Bon, écoute, c'est vraiment voilà. Donc, le jumeau. Voilà. Le jumeau de Candy Crush, quoi. Là-dessus, il s'est même pas caché. Ouais, je pense que Candy Crush arrive un petit peu, est un petit peu en perte de vitesse, et puis voilà, on veut récupérer, qui ne veut récupérer. Et puis finalement, c'est plus joli, c'est mieux fait. Si le gameplay est efficace, on l'a prouvé avec Candy Crush, ce serait dommage de pas retourner sur ce modèle-là, enfin au moins d'essayer. Voilà pour King, donc effectivement, moi, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Candy Crush. Il y a aussi un autre géant qui est de retour, c'est Rovio. Tout à fait. Le finlandais Rovio. Bah, alors c'est vraiment dans le même esprit, puisqu'on va reprendre même joueur, une recette qui marche. C'est ça, donc les Angry Birds qui ont fait et qu'on voit à l'écran de Rovio, et donc ils nous les ont sortis à toutes les sauces, hein, évidemment. Et donc là on a une nouvelle sauce cette fois-ci avec Stella, tu vois. C'est cette demoiselle. Alors ce n'est pas du tout sexiste, elle est petite et rose, mais on passera sur ce détail. Je suis étonnée qu'il soit pas encore fait taper sur les doigts, ceci dit. Et donc le pitch est toujours le même, hein. Il faut là en l'occurrence massacrer du cochon. C'est ça, il faut dézinguer du cochon sur une île, et c'est donc le boulot de la petite Stella et de ses sbires, hein, parce qu'on voit qu'il y a d'autres birds. Évidemment, il fallait quand même ajouter quelques petites nouveautés, donc là ça a été pareil, des bonus, de nouveaux oiseaux, des nouvelles façons entre guillemets de faire pour avoir un peu d'originalité, et toujours dans le même but, c'est casser la tête des cochons qui sont pas très très gentils et qui et au niveau du gameplay, ce qui change, j'ai vu qu'on pouvait s'arrêter en cours de vol et puis faire des autres actions. Alors en fait, c'est exactement comme dans Candy Crush, c'est des oiseaux qui ont des fonctions spécifiques. Donc celui-ci d'oiseau, tu le lances une fois, et si tu rappuies, il a un piquet qui te permet donc de démolir toujours plus ces fameux cochons. Bon. Eh ben écoute, voilà, alors pour les nostalgiques, on a un nouveau King et un nouveau Rovio. Les deux sont gratuits, alors ça se tente. Voilà, des achats in-app, c'est toujours sympa, c'est divertissant, on peut y aller sans risque, et puis après on arrête au bout de 2 niveaux si ça nous ennuie, mais en tout cas c'est bien. Mais c'est impossible d'arrêter, tu le sais bien. C'est pas vrai, je ne suis pas en train de jouer sous la table depuis tout à l'heure, c'est faux. Comme Andromag. Alors écoute, bah voilà, on en arrive à la fin de notre émission. On a fait le tour de l'actualité. Alors on a fait ce qu'on a pu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actualités dernièrement. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe surtout demain, parce que demain, je vous rappelle qu'il y a la conférence Apple, certainement l'annonce d'un nouvel iPhone, et puis peut-être de l'iWatch. iWatch, il serait temps. Peut-être de l'iWatch. Alors alors la grande nouveauté, c'est que pour une fois, on va pouvoir suivre une conférence Apple à la télé, puisqu'à partir de demain, nous arrivons chez Free sur le canal 154. Alors dès demain, voilà, vous pouvez vous brancher à partir de 18h30 sur le canal 154 chez Free pour donc suivre la keynote Apple directement commentée depuis les studios de Watch TV. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours interagir avec nous, même en dehors des horaires de l'émission. On vous répondra à travers notre compte Twitter @AndromagWatch, ou alors à travers le mot dièse Andromag. Tu vas retourner voir ta femme maintenant ? Non, je vais aller faire une petite partie. Merci Florence d'avoir été ici. C'est un plaisir. Toujours. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro d'Andromag.